Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. 9h33, la vérité en face concernant le sujet du jour. Comment juger la politique étrangère d'Emmanuel Macron? Et pour en parler, notre invitée ce matin, Isabelle Lasserre. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, auteur de Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système aux éditions de l'Observatoire. Oui, et Cécile, on a posé en fait une question sur les réseaux sociaux, on peut la reposer. Et là, vous êtes quand même assez sévère, même plus que sévère. Avec, on vous a posé cette question, comment jugez-vous donc la politique étrangère d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'elle était exemplaire, hasardeuse, audacieuse, périlleuse? Et les deux mots qui ressortent le plus, en premier, c'est périlleuse à 58%, hasardeuse 39%. Et Jackie nous dit, Emmanuel Macron ne devrait pas s'adresser aux souverainetés étrangères comme il le fait avec les Français. Mauriac nous dit, il manque à côté de la plaque. Il fallait parler d'amateurisme ou d'improvisateur. Oui, par rapport à ces commentaires, quoi. À ces votes, je trouve personnellement le jugement extrêmement sévère. C'est-à-dire que la politique étrangère d'Emmanuel Macron, grosso modo, est plutôt bonne. Il a quand même ramené la France sur la scène internationale. Les idées françaises au sein de l'Europe sont de plus en plus partagées. Alors évidemment, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Sa politique, sa tentative de rapprochement et de réchauffement avec la Russie n'a pas marché. Ses promesses au Liban n'ont pas été tenues. Le Mali, on est dans une impasse. L'Algérie, ça n'a pas marché. Voilà. Alors, est-ce que c'est de la faute d'Emmanuel Macron? Ce que vous décrivez dans votre livre, il y a beaucoup de chapitres, effectivement, à chaque fois sur tous ces épisodes. Ouais. Est-ce que c'est de sa faute? Sur certains dossiers, il a sans doute manqué il n'a sans doute pas assez consulté ses partenaires. Sur d'autres dossiers comme la Russie, il n'a sans doute pas perçu tout de suite à qui il avait affaire. Et le fait que quand on s'adresse à Vladimir Poutine, il faut surtout utiliser la force parce que sinon le dialogue ne fonctionne pas. Mais grosso modo, la vraie leçon de la politique étrangère de Macron, c'est qu'en fait, la France, aujourd'hui, apprend les limites de sa puissance. Et qu'en 2022, la France, qui est une puissance moyenne, en fait, avec une influence beaucoup plus importante que celle qu'elle devrait avoir eu égard à sa population, la France, donc, atteint vraiment les limites. Elle a une économie vraiment, elle fait partie de plus en plus des pays du Sud et du Club Med. Or, pour projeter son influence à l'extérieur, il faut s'appuyer sur des bases beaucoup plus solides. Là, vous parliez de Poutine, vous dites qu'il faut effectivement être combatif face à lui. Vous dites que c'est un président anti-système. Est-ce qu'il ne faut pas faire le dos rond parfois avec les autres? Parce qu'on a l'impression que c'est très cash et très violent. Tous les Européens font en permanence le dos rond avec Vladimir Poutine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça ne marche pas. Vladimir Poutine, je parle du monde entier. En fait, on a l'impression que finalement, il ne s'adapte à personne. C'est-à-dire qu'il... au contraire, regardez la manière dont il a essayé d'aborder Donald Trump, en lui tapant dans le dos, en essayant de monter des initiatives avec lui, en essayant de l'influencer pour qu'il revienne notamment dans l'accord sur le nucléaire iranien. Bon, ça n'a pas marché, mais ça a été le seul à le faire. Qui prend ce genre d'initiative en Europe? Donc au contraire, alors il fourmille d'initiatives, il a une idée à la minute, c'est un adepte des coups diplomatiques. Alors parfois ça marche, comme au Rwanda, où il a réussi à avoir les relations sont désormais pacifiées entre le Rwanda et la France. Ça marche relativement en Europe, où avec Angela Merkel, il a réussi avec le plan de relance. Et puis parfois on bute sur les limites de la diplomatie européenne. Oui, et puis peut-être qu'il a voulu n'en faire qu'à sa tête, non, Emmanuel Macron. Il s'est senti, ce que vous racontez, il s'est senti pousser un petit peu des ailes. Il a voulu jouer d'égal à égal avec Poutine, avec Trump. Il a voulu mettre aussi les ambassadeurs en ordre de marche, si je puis dire. Quand vous racontez notamment une réunion au Quai d'Orsay où il leur a fait des remontrances. Il leur a dit maintenant ça suffit, vous allez travailler comme je vais vous demander, quoi. Et là ça n'a pas plu en fait. Non, mais ça c'est la fameuse conférence des ambassadeurs en 2019 où il avait eu des mots très très durs vis-à-vis des diplomates français qui sont quand même parmi les meilleurs du monde. Et il les accusait de critiquer sa politique de réchauffement russe et de lui mettre des bâtons dans les roues. En fait, ce qui se passe, c'est que le président Emmanuel Macron n'aime pas les administrations. Il considère que les administrations sont trop lentes, qu'il faut attendre... Le Quai d'Orsay, par exemple. Alors, le Quai d'Orsay étant l'une des administrations et celle à laquelle il a le plus souvent affaire sur les dossiers
financiers internationaux. Donc il ne veut pas, il considère que le monde aujourd'hui est beaucoup plus dangereux qu'avant, que tout va très très vite, que les puissances révisionnistes comme la Turquie, la Russie, la Chine prennent de plus en plus de poids et bousculent en fait les Occidentaux, et qu'il faut, pour réagir et pour reprendre la main, agir très très vite. Et donc il ne veut pas attendre des mois que les diplomates se mettent d'accord sur un communiqué issu du compromis de 50 personnes. C'est en cela qu'il était, Isabelle Lasserre, disrupteur, puisqu'il voulait prendre les choses en main directement lui-même et les traiter. Et le constat, ce que vous dites dans le livre, mis à part 2 ou 3 dossiers, c'est que le Liban, c'en est un exemple frappant quand même de cet échec, quoi, où il a voulu aller là-bas et dire bon, attendez, on va se débrouiller, on va se mettre autour de la table, voilà ce qu'il faut faire, et puis finalement rien ne s'est fait. C'est surtout la méthode, effectivement, chez Emmanuel Macron, qui est complètement disruptive. C'est-à-dire qu'il bondit sur les crises, il bondit sur les coups diplomatiques, il agit souvent, très souvent seul ou avec des équipes réduites, mais personne d'autre n'aurait pu mieux faire. Alors au Liban, on peut lui reprocher d'avoir sous-estimé le poids du Hezbollah et surtout d'avoir cru que on pouvait influencer le Hezbollah sans parler à son véritable patron qui est à Téhéran. Donc ça, c'était une erreur, mais personne ne peut reprocher à Emmanuel Macron d'avoir été à Beyrouth le lendemain de l'explosion du port, vu les liens qui unissent le Liban et la France. Le président qui l'a suivi, c'est Erdogan. Alors est-ce qu'il fallait laisser la primeur à Erdogan? Donc ça, on peut pas lui reprocher. Ça ne marche pas parce que en fait, la France toute seule ne peut plus peser. En fait, ce sont les limites de sa puissance. C'est ça le problème. Ça n'aurait pas marché davantage avec un autre président. Bon, ça je ne sais pas, parce que en fait, auparavant, ça a marché avec la diplomatie. Vous le savez, c'est aussi discuter quand même en coulisses, de ne pas être en fait trop cash. Quand il dit par exemple sur l'OTAN est en état de mort cérébrale, ça a beaucoup choqué certains, et ça a conduit d'ailleurs à quelques dissensions au sein de l'Alliance Atlantique. Alors oui et non, parce que sur le fond, l'OTAN est en état de mort cérébrale. Emmanuel Macron visait la Turquie, et absolument tout le monde était d'accord sur le fond. Ce qui a choqué, ce sont les mots, et surtout, encore une fois, il n'a pas prévenu ses partenaires, et notamment il n'avait pas prévenu Angela Merkel, qu'il a appris 20 minutes avant une conférence de presse qu'elle tenait en commun avec le secrétaire général de l'OTAN. Donc c'était très embarrassant. Mais sur le fond, le fait que la Turquie posait un problème à l'OTAN, ce diagnostic était partagé, et quand même. Et finalement, l'affaire de la Turquie à l'OTAN a été très bien géré par Emmanuel Macron, qui a montré ses muscles avec des frégates françaises en Méditerranée quand la Turquie menaçait la Grèce. Et ça c'est un succès, par exemple. Ça a été parfaitement réglé. Qu'est-ce qu'on remarque 2 ans après? C'est que la Turquie est à peu près rentrée dans le rang au sein de l'OTAN. Autre question, en fait. Oui, mais Cécile, justement, est-ce qu'on peut être disruptif et prôner le en même temps? C'est ça qui est compliqué, en fait. Alors c'est effectivement la limite, la limite de la méthode. Où on est marginal, où on... Alors il est disruptif dans la méthode. Il est disruptif quand il parle à Donald Trump vis-à-vis. Mais il critique quand même sa politique. Oui, vis-à-vis de la Russie. Il le caresse, mais il lui met des coups de poing aussi. Il le caresse, il lui met des coups de poing. Et il considère qu'un pays comme la France ne peut pas ne pas avoir de relations avec les États-Unis, la première puissance mondiale. Contrairement au choix qui avait été fait par Angela Merkel. Enfin, cela dit, c'était un choix contraint de la part d'Angela Merkel, parce que Donald Trump ne voulait même pas lui serrer la main en face des photographes. Emmanuel Macron, par exemple, n'est pas du tout disrupteur sur la Russie. Là, c'est vraiment le prototype de la méthode du en même temps. Il fait d'ailleurs exactement la même chose que tous ses prédécesseurs, c'est-à-dire que il arrive à l'Élysée en promettant un réchauffement des relations, et à la fin du quinquennat, les relations sont très très mauvaises. Mais il a toujours en fait prôné le dialogue avec la Russie, et en même temps, il a été inflexible sur les sanctions. Et il n'a pas du tout, il ne sait pas du tout. Il a été beaucoup plus ferme, par exemple, qu'Angela Merkel, qui elle a cédé à Vladimir Poutine sur le gazoduc Nord Stream 2. Oui, mais quand on regarde le Sahel, par exemple, c'est-à-dire qu'il a allégé notre présence au Sahel, mais il s'est pas retiré. C'est ça. Le Sahel, c'est en même temps, c'est on se retire sans se retirer, mais en même temps, là, je pense que comment faire autrement? Il y a un dilemme. Le dilemme au Mali, c'est que si on part
c'est catastrophique parce que la menace djihadiste n'a pas été éradiquée et qu'il faut quand même la contenir. Ou on perd la face. En plus, non, c'est pas une question de perdre la face. Oui, c'est pas une question de perdre la face. C'est surtout, il faut continuer à lutter contre le terrorisme et le djihadisme, mais aussi, il faut contenir les frontières. Hein, parce que l'immigration, elle vient aussi de toutes les frontières du Sahel. Donc on ne peut pas partir parce que la France est le seul pays au sein de l'Union européenne qui ait à la fois les moyens militaires et la volonté politique de régler ce problème. Et en même temps, si on reste, on risque un échec à l'Afghan parce que c'est une guerre qu'on n'arrive pas à gagner. Donc toute la solution est justement de se en même temps, c'est-à-dire il va falloir changer de modèle, alléger le dispositif, sans doute quitter le Mali, parce que là on est un peu poussé dehors, reconnaissons-le. S'installer dans les pays du Sahel voisins et aller de temps en temps taper les têtes djihadistes et voilà. Et c'est sans doute ce qu'il va devoir faire. Mais comment faire autrement? Oui, allez, on va poursuivre avec vous, Isabelle Lasserre, donc avec votre livre, hein, donc Macron le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système. Est-ce que la France a repris sa place ou est-ce qu'elle a perdu des couleurs dans le monde? Vous avez dit que finalement, en tout cas, elle s'est positionnée de nouveau avec Emmanuel Macron, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. J'aimerais vous entendre 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler, poser toutes les questions. On a encore évidemment beaucoup de sujets à poser autour de la Chine, du Mali, de l'Algérie, de l'Ukraine en fait aujourd'hui. Autant de conflits ou de difficultés en tout cas à dialoguer. Restez avec nous, 9h45. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et la vérité en face, quelle est la politique étrangère d'Emmanuel Macron? Est-ce la bonne? Pas? Ou en tout cas, appelez-nous 0826 300 300 si vous voulez poser des questions à Isabelle Lasserre qui est avec nous ce matin sur ce livre Macron le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système. C'est aux éditions de l'Observatoire. Oui, quelle image a la France aujourd'hui vue de l'étranger? Parce qu'elle avait une image assez positive quand elle a vu ce jeune homme débarquer il y a maintenant 5 ans, quelqu'un de dynamique, un petit peu plus jeune, qui disait je suis là et qui voulait mettre autour de la table Poutine et Trump, qui allait discuter avec les uns et les autres. Aujourd'hui, 5 ans après, Isabelle Lasserre. Elle a une image relativement bonne. Alors ici en France, on a l'habitude du Macron bashing, c'est-à-dire qu'il est vraiment totalement, tout le monde critique très très fortement Emmanuel Macron, tout en votant pour lui dans les sondages d'ailleurs. Mais à l'étranger, on nous envie encore ce président très énergique, jeune, que les chefs d'État trouvent extrêmement intelligent, qui fourmille d'initiatives, mais en même temps, il y a toujours un agacement. Alors on passe d'un pays à l'autre, un agacement sur sa méthode, qui est une méthode solitaire. Donc c'est vrai que quand il fait l'initiative, par exemple à Fort-Brégançon, quand il lance le rapprochement stratégique avec l'initiative de rapprochement stratégique avec Vladimir Poutine, sans prévenir les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, qui eux sont très sensibles à la menace russe, et ces pays lui en veulent pendant quelque temps. Quand il agit tout seul en Libye sans prévenir l'Italie, alors que l'Italie est très liée à la Libye, l'Italie lui en veut. Voilà. Puis après ça passe, parce que finalement il a une relativement bonne image. Oui. Mais il pourrait capitaliser davantage sur son énergie, là, ses initiatives et son intelligence. On a l'impression quand même que même s'il a cette image, qu'il s'est mis beaucoup de monde à dos. La Chine n'aime pas forcément spécialement en fait aujourd'hui la France. En Afrique, donc l'image est quand même assez catastrophique en fait aujourd'hui de la France. Au Moyen-Orient, elle n'est pas bonne non plus. En Russie, c'est quand même difficile. Voilà, il y a une image peut-être populaire, mais c'est-à-dire que c'est lui qui va au carton. Emmanuel Macron. Et il est quasiment le seul en Europe à aller au carton. Alors, image pas positive en Russie. Moi, qu'est-ce que je remarque, c'est que Emmanuel Macron a parlé 2 fois de suite en 4 jours à Vladimir Poutine. Oui, oui. Donc voilà, donc il compte. Il compte encore. C'est un des pays d'Europe qui compte. Donc il énerve, mais il compte. Et c'est vrai qu'il va au carton. C'est lui qui se cogne quand même Erdogan. C'est lui qui proteste contre les excès d'Erdogan. Alors évidemment, ça énerve Erdogan. Puis aujourd'hui, on n'en parle plus. Oui. Mais c'est vrai qu'il avait agacé, voire très énervé le président chinois. Vous parliez de la Chine, Patrick. Sur la 5G, il était allé un peu loin. Le président chinois a dit, on m'a jamais parlé comme ça, en fait. Oui, c'est ce qu'a dit le président chinois. Mais enfin, Emmanuel Macron essaye de pousser les intérêts européens face à des puissances qui, en général, veulent essayer de diviser l'Union européenne au mieux et au pire de la piétiner. Donc, mais évidemment, ça énerve. Justement, la présidence de l'Union européenne, est-ce que ça va changer quelque chose dans le traitement, en tout cas dans les relations avec l'international ?
Ça donne une visibilité encore supplémentaire à Emmanuel Macron. C'est vrai que là, par exemple, il a repris l'initiative sur la Russie. Depuis quelques jours, il a réussi à briser un petit peu le tête-à-tête entre Joe Biden et Vladimir Poutine, en remettant l'Union européenne sur la table, et notamment l'Allemagne et la France, en essayant de redynamiser ce qu'on appelle le processus de Normandie, qui est un processus moribond qui doit normalement instaurer la paix dans le Donbass. Alors avec quel résultat? Il est trop tôt pour le dire, mais il est sûr qu'en tant que président du Conseil de l'Union européenne aujourd'hui, il contribue à la désescalade. Résultat, dans quelques jours ou quelques semaines. Oui. En tout cas, vos appels 0826 300 300 et on part dans le Lot-et-Garonne avec Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour, comment allez-vous? Bonne santé. Merci. Puis surtout une bonne santé. Eh bien écoutez, moi je suis complètement en contradiction avec votre journaliste, parce que Macron déjà est un jeune qui ne connaît rien à la guerre. Quand on veut commencer à montrer les gros bras face à la Turquie, comme maintenant avec la Russie, je veux dire, non, faut revoir les copies là. Je pense que quand on parle d'une frontière au Sahel, alors qu'il n'y a pas de frontière au Sahel, quand on voit qu'on a perdu pratiquement tout ce qui était africain, on l'a perdu. Le Centrafrique, c'est les Russes. Le 3/4 de l'Afrique, maintenant, c'est les Chinois. Moi, j'ai mon beau-frère qui a été pendant plus de 3 ans en tant qu'opérationnel de la police aux frontières à Bangui. Ils ont été obligés, au bout de 3 ans, de s'en aller parce que les Américains étaient venus foutre le bordel. Et qui c'est qui était derrière, qui a récupéré la Russie? Macron n'est pas du tout l'homme c'est un va-t-en-guerre. C'est un homme qui ne connaît rien au terrain et qui s'appuie sur des individus qui sont pas mieux que lui. Maintenant, il va nous mettre, si ça continue, vu ce qui est en train de se passer devant le Donbass et l'Ukraine. Oui. On n'est pas un pays suffisamment puissant pour être contre la Russie, et on devrait même se retirer de l'OTAN. On n'a rien à y faire. Donc pour moi, ce président est un président qui a tout cassé au niveau de notre pays. Alors à l'étranger, on est vu comme des petits rats, on n'est rien du tout. Et là, ça me fait franchement rire quand j'entends une personne qui... Je pouvais poser la question à cette journaliste. Oui. Isabelle Lasserre. Isabelle, elle vous entend. Elle vous entend. A-t-elle fait du terrain? Parce que moi, je suis un ancien. Bon, j'ai 60 ans. Ouais. J'ai fait 50 commandos fusiliers marins à Jaubert. Ouais. On n'a jamais eu d'autant de meilleurs gouvernants militaires qu'à l'époque de Chirac, à l'époque peut-être de Mitterrand, mais bon, c'était quand même des gens qui avaient connu la guerre. Or, ce jeune homme, il est pour rien. Il est né, on n'a pas eu de guerre. Moi non plus, je l'ai pas connu, mais j'ai connu le terrain en tant que commando fusilier marin. J'ai pas été à Djibouti pour des raisons de santé. Bon, mais on a encore plein d'endroits où la France était reconnue comme une force. Mais Pascal, c'est peut-être en fait historique aussi, c'est venu au fil des années et c'est peut-être pas que Emmanuel Macron en même temps qui se retrouve un peu en bout de chaîne, quoi. Mais Isabelle Lasserre va vous répondre, Isabelle, ouais. Alors moi sur le terrain, oui, j'ai fait du reportage de guerre pendant à peu près 15 ans, donc j'ai couvert pas mal de guerres, donc je pense que sur le terrain, voilà. Je crois que ce dont vous parlez, c'est une rétractation de l'influence occidentale et de l'influence européenne qui est à l'œuvre depuis de nombreuses années et qui s'accélère fortement aujourd'hui et qui se manifeste effectivement par l'effacement de la présence française en Afrique, par son éviction progressive au Moyen-Orient. Je pense que cette rétractation a commencé bien avant Emmanuel Macron, que François Hollande ne connaissait pas plus le terrain qu'Emmanuel Macron. C'est vrai que le président actuel est le seul qui n'ait pas fait son service militaire parce qu'il est trop jeune pour ça. Enfin, il s'est quand même relativement bien adapté au terrain. Oui. Pascal, oui. Moi personnellement, excusez-moi, j'ai un peu la crève. Personnellement, je pense pas que ce président, là en plus, il a pris la tournante au niveau de l'Europe. Voilà, déjà une incorrecte, totalement incorrecte. Il savait qu'il y avait les présidentielles arrivées, il se sert de ça pour faire sa campagne électorale en même temps. Et quand on voit comment il se fait rétamer par des députés européens, qu'ils soient français ou d'autres pays, je veux dire, mais moi personnellement. Ce qui veut dire, Pascal, ce qui veut dire, et Isabelle Lasserre pourra répondre en fait à ce sujet, c'est que finalement, il prend des risques, quoi. Emmanuel Macron, hein. C'est ce que vous définissez dans votre livre. Alors après qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais il a voulu en fait s'agiter sur la scène
pas seulement européenne, mais mondiale, quoi. À chaque fois. C'est l'expression fétiche de ses conseillers quand on leur parle de la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Ils disent le président prend son risque. Oui. Il prend son risque et il assume. Il prend énormément de risques. Et prendre des risques, effectivement, ça veut dire risquer de perdre. Oui. Est-ce que, en revanche, on l'a évoqué tout à l'heure, mais il ne s'est pas beaucoup appuyé sur le Quai d'Orsay. Il travaille finalement en petit comité avec sa petite équipe. Tout se passe à l'Élysée, la politique étrangère de la France. Oui, alors ça dépend sur quel dossier, parce que Jean-Yves Le Drian est quand même très présent sur les dossiers africain, Moyen-Orient et en fait sur tout ce qui est lié à la défense, puisque c'est l'ancien ministre de la Défense et il était déjà très impliqué sur ces dossiers avant. Il l'est moins, par exemple, sur la Russie et sur les questions européennes. Ça dépend vraiment des dossiers. Il n'y a pas de règle, en fait. Par exemple, il s'appuie énormément sur le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, qui vient de l'Élysée et qui est un des piliers, en fait, de la politique étrangère d'Emmanuel Macron et qui lui est au Quai d'Orsay, en fait. Sinon, quand il fait ses opérations et sa politique en Libye, il s'appuie sur des petites équipes. Alors une personne au Quai d'Orsay, une personne à la DGSE. C'est des équipes beaucoup plus réduites qui peuvent agir très rapidement. Parfois, il met le Quai d'Orsay au courant. Parfois, il ne met pas le Quai d'Orsay au courant. Il peut lui arriver de faire des discours et de prendre des initiatives sans prévenir le Quai d'Orsay. La mort cérébrale de l'OTAN, c'est typique. Les diplomates n'avaient pas été au courant. Donc ils n'ont pas pu déminer les propos d'Emmanuel Macron. Ils n'ont pas pu anticiper l'effet de cette bombe, de cette grenade dégoupillée. Alors que l'interview, en fait, était sous presse depuis 10 jours et qu'à l'Élysée, elle avait déjà été relue. Donc ça génère un petit peu des frottements, des couacs, effectivement, entre les diplomates et Emmanuel Macron. Il les malmène un petit peu. Merci Isabelle Lasserre. La question qu'on posait, c'est Emmanuel Macron a-t-il dynamité la politique étrangère de la France ? Oui, la réponse. Ce que vous dites, il l'a dynamité en partie. Je vais vous alors faire pour une le meilleur ou réponse pour le pire, en même temps, oui et non. Oui, Voilà. Voilà. Et lisez le livre. Ça s'appelle Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système. C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Isabelle Lasserre, d'avoir été avec nous ce matin.